On va vous parler du code de déonto et du décret organisant la profession. Donc, pourquoi le code de déontologie a été modifié? Tout simplement parce que, vous le savez, l'article 20 de la loi Pacte a supprimé un certain nombre de services interdits, et donc qui étaient listés dans notre code de déonto. Rappelez-vous, à l'article 10, 10.1, 10.2. Et donc, de fait, il a fallu réaménager ce code de déontologie. Enfin, on en a profité, enfin, le législateur ou la place Vendôme en ont profité pour revoir la structure même du code de déontologie. Nathalie vous dira tout de suite pourquoi. En tout état de cause, la Compagnie de Paris a fait porter sa voix sur ces modifications, a dit un certain nombre de choses, à la fois en octobre, quand nous avons été consultés par le DAX, le directeur des affaires civiles et du Sceau. Donc nous avons produit un certain nombre de réponses. D'ailleurs, on a été à peu près la seule compagnie régionale à Lyon, pardon, à nos amis lyonnais. Donc voilà, donc on a été à peu près les seuls à produire des réponses et à donner nos positions. La commission juridique. Et aidé par notre commission juridique, qui, comme vous le savez, est très performante. En tous les cas, qui travaille très bien. Et puis en janvier 2020, comme on pensait ne pas avoir été bien entendu, on est allé voir nous-mêmes le DAX qui nous a reçus, nous faisant comprendre que d'habitude il ne recevait pas les compagnies régionales et qu'il ne voulait voir qu'une seule tête, mais qu'il nous recevait quand même. Bon, enfin bref, et donc on lui a fait part, là encore, de nos positions. Pour résumer très brièvement la chose, nous lui avons fait valoir que, certes, un certain nombre d'interdits avaient été supprimés, mais qu'en tous les cas, il ne fallait pas instaurer ou installer ou laisser s'installer un Far West permettant à certains cabinets, que je ne nommerai pas ce soir, de faire n'importe quoi au détriment de cabinets de plus petite taille. Voilà. Donc c'était en gros ça le message, me semble-t-il, si je me rappelle bien. Voilà. Donc peut-être rentrer, Nathalie, alors je te laisse appuyer sur les boutons, je ne sais pas lequel, voilà. Donc rentrer dans la nouvelle structure du code. Alors, n'imaginez pas que le code va être complètement révolutionné, hein. C'est juste une transcription de pacte. Ce qui va après servir d'ossature à la déontologie, c'est la doctrine qui va sortir après. Donc le code de déontologie, il est prévu pour la première quinzaine de mars, donc incessamment sous peu. La doctrine est prévue au courant avril. Donc le code de déontologie est segmenté en deux parties. Donc le titre premier qui est plutôt qui est plutôt la partie qui parle des principes généraux et qui s'applique au CAC, quelle que soit la prestation, quelle que soit la mission. On verra après la différence entre mission et prestation qui est rendue. Et le titre 2 s'applique au CAC d'une entité qui réalise une mission d'audit, c'est-à-dire, grosso modo, on va parler, on va essayer de segmenter, c'est CAC d'une entité qui audite des comptes, mais pas un CAC qui ferait des sacs autonomes, c'est-à-dire qui ne certifie pas les comptes, mais qui néanmoins délivrerait un service autre que la certification des comptes. Donc aujourd'hui, dans le code de déontologie, sont définis les principes généraux tels qu'on les avait auparavant, que sont l'indépendance, les conflits d'intérêts. Il n'y a pas de grosse révolution. Alors, attendez. Il n'y a pas de grosse révolution. Ce qui est important, puisqu'il n'y a plus de mission interdite, donc tout ce qui n'est pas interdit est donc permis. Néanmoins, il faut avoir en vision, le CAC ne doit pas être influencé, ne doit pas être en autorévision, ne doit pas être en conflit d'intérêts. Et ça, c'est ce qui va déterminer son indépendance. Donc, tout ce qui est influence, autorévision, conflit d'intérêts sont définis dans le nouveau code de déontologie. Là encore, la seule importance, c'est, vous verrez sur l'autorévision, c'est le fait que le commissaire aux comptes ne peut pas se prononcer sur des éléments qui sont fournis par lui-même, par le cabinet dans lequel il exerce,
par un membre de son réseau ou toute personne qui pourrait l'influencer. Donc il y a au moins cette information qui a été rentrée dans le code de déontologie, c'est-à-dire que le réseau est intégré dans l'autorévision, puisqu'au départ, ce n'était pas si évident que ça. Il y a eu un lobbying de certains cabinets qui voulaient sortir le réseau de l'autorévision. Donc après, l'influence et le conflit d'intérêts, ce sont des définitions qui sont relativement proches du code de déontologie qu'on connaît aujourd'hui, donc de 2010. Donc il faut être indépendant. Il ne faut pas être en conflit d'intérêts, il ne faut pas être en situation d'autorévision. Si vous êtes dans ces situations-là, on pourrait se dire il ne faut pas accepter la mission. Aujourd'hui, la doctrine qui est en train de se préparer et sur laquelle on essaye également d'influer, nous, CRCC de Paris, c'est éviter qu'on se retrouve, puisqu'on peut être dans cette situation-là et qu'on ne dit pas non forcément tout de suite, ne pas se retrouver dans la mesure de sauvegarde obligatoirement. Parce que la mesure de sauvegarde dans le code de déontologie n'est pas définie. Donc la mesure de sauvegarde va être définie dans la doctrine de la CNCC. Et la mesure de sauvegarde, c'est la porte ouverte à tout débordement. Ça peut être, moi je ne peux pas faire, mais mon confrère qui est juste à côté pourrait faire, dans le bureau d'à côté. J'ai une équipe d'audit sur une mission qui est complètement différente de l'équipe d'à côté qui pourrait quand même faire une autre mission à côté. Donc, le code de déontologie qui va sortir ne va pas apporter de grands changements. Ce qui est important, c'est de savoir ce que va donner la doctrine de la compagnie. Aujourd'hui, toutes les missions interdites antérieures sont prises une à une. Des arborescences, des arbres de décision ont été élaborés. C'est d'un côté, est-ce que je suis en situation d'autorévision ? De l'autre côté, est-ce que je suis en conflit d'intérêts ? Et puis à partir de là, on descend l'arbre de décision et on voit où on atterrit. Ce qui nous fait peur, nous, aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas forcément la main sur cette doctrine qui est en train d'être élaborée donc, par la commission d'éthique professionnelle de la compagnie. C'est que les projets qu'on a vus parlent de matérialité de l'autorévision, c'est-à-dire que l'autorévision, elle existe ou elle n'existe pas. En l'occurrence, on pourrait considérer que s'il y a une matérialité, un seuil de matérialité dans l'autorévision, on se situe d'un côté ou pas de la barrière. Donc ça veut dire qu'on n'élimine pas, si on est en autorévision, on n'élimine pas d'office la possibilité de mener une mission. Donc en fait, c'est sur tout ceci qu'on essaye de travailler aujourd'hui avec les personnes qui sont au sein de la commission d'éthique professionnelle. Mais les définitions qui sont données dans le code de déontologie ne permettront pas de fermement dire ça je peux faire ou je ne peux pas faire. Et les mesures de sauvegarde ne sont pas définies dans le code de déontologie. Il y a deux nouvelles notions qu'il faut avoir à l'esprit. Aujourd'hui, on parle de mission et de prestation. Donc la mission, c'est tout ce qui vise une intervention dans le cadre légal. Donc c'est la mission d'audit 6 ans, la mission d'audit 3 ans Alpes, c'est le SAC réglementaire. Et la prestation, c'est toute intervention d'un CAC dans un cadre contractuel. Donc là, ce sont évidemment les SAC contractuels, et y compris les SAC autonomes. Il y a un point aussi qui a été, alors ça c'est dans le décret et non pas dans le code de déontologie, c'est la partie du contrôle d'activité, parce qu'il y a eu aussi un fort lobbying du H3C sur le sujet, qui a donc travaillé beaucoup à l'écriture du code de déontologie et du décret. Et le H3C a souhaité que le contrôle qualité porte à la fois évidemment sur les missions de certification, mais porte sur l'ensemble des missions qui seront, prestations, qui seront dispensées par le commissaire aux comptes. Aujourd'hui demeure une incertitude, parce que là encore, il y a des forces contraires qui s'opposent, c'est jusqu'où va le contrôle qualité sur une mission contractuelle. Est-ce que le contrôle qualité rentre dans la qualité de la diligence, ou est-ce qu'elle s'arrête au seuil de est-ce que les principes du code de déontologie sont appliqués ? C'est-à-dire, est-ce que je suis bien indépendant ? Est-ce que je ne suis pas en conflit d'intérêts et pas en autorévision ?
Donc ça, et quand on a rencontré le directeur des affaires civiles et du Sceau, pour l'instant, la réponse n'est pas claire. Donc ça, on le verra dans le décret. On rappelle que donc, le commissaire aux comptes doit tenir un dossier de travail pour toutes les missions et prestations. Et donc ça, c'est indiqué dans le décret, puisque le décret organise l'exercice de la profession. Et ça, c'est important parce que là aussi, des forces contraires s'opposaient. Tout doit être déclaré. Quand on dit déclaré, c'est déclaration d'activité. Donc les déclarations d'activité vont porter évidemment sur nos missions de certification, vont porter sur les missions, sur les SAC, mais également sur les SAC autonomes. Les SAC autonomes, c'est-à-dire les services que l'on mène, mais dans une entreprise pour laquelle on ne certifie pas les comptes. Voilà. Donc aujourd'hui, on en est là de notre connaissance du code de déontologie et du décret. Le code de déontologie, il ne faut pas en attendre grand-chose pour savoir ce qu'on peut faire et pas faire. Et tout sera dans la doctrine. Voilà, dernier point avant vos questions sans doute, et puis un petit verre de l'amitié ensuite. Ça, c'est pour vous faire patienter. La réforme des institutions, alors, il y a deux aspects. Il y a un aspect, je dirais, assez trivial, qui est le regroupement de certaines CRCC. Hein, et on va passer de 33 CRCC à 17 CRCC. Ne sont pas touchés par ces regroupements la Compagnie de Paris et puis la Compagnie de Colmar et la Compagnie d'Aix-Bastia. Toutes les autres, hormis les DOM, toutes les autres sont plus ou moins regroupées avec un savant calcul, un savant... bref, je ne veux pas qualifier la manière dont ça a été fait, mais voilà. Ça, c'est le premier aspect. Et donc, on devrait avoir fusionné toutes ces compagnies d'ici les prochaines élections, dont on ne connaît pas encore bien la date, mais probablement après l'été, enfin à la fin de l'été ou à l'automne. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la manière dont vous allez voter aux prochaines élections est profondément bouleversée, puisque vous allez voter pour trois choses. Vous allez voter pour un collège EIP, un collège non EIP au niveau national, et puis vous voterez pour des listes régionales. Hein, c'est-à-dire qu'avant, vous votiez pour une liste pour élire vos conseillers régionaux qui ensuite envoyaient des représentants siéger au Conseil national. Demain, le système est plus compliqué, donc vous aurez une liste EIP, donc sur laquelle figureront des candidats appartenant à des candidats EIP ou portant eux-mêmes des mandats EIP. Et donc, on déterminera cette qualité de cabinet EIP en fonction des modalités de contrôle des 10 cabinets. Donc, liste EIP et liste non EIP. Voilà. Et donc, vous voterez pour ces listes, sachant que vous aurez un maximum de 22 élus par compagnie, avec un minimum de 8 élus pour les petites compagnies, me semble-t-il, je parle de mémoire, pour un mandat de 4 ans renouvelable une fois. Voilà. Et normalement, au bureau de la Compagnie nationale, vous aurez une représentation égalitaire du collège EIP et du collège non EIP. Donc, vous serez... on sera censé avoir un bureau équilibré entre des questions concernant des entités faisant appel public à l'épargne ou coté, pour utiliser un vocabulaire plus ancien, et puis non EIP. Donc, par exemple, quand on a eu ce débat ou cette commission monstrueuse sur l'audit PE, au moment de la loi Pacte, voilà, on devrait plus avoir on aurait pu avoir ce phénomène d'opposition ou de déséquilibre plutôt entre les EIP et non EIP. Ça, c'est la théorie. Après, on verra en pratique ce qui se passe, sachant que je vous vois sourire, mais c'est vrai que sur le papier, tout ça, c'est merveilleux, mais en réalité,
Voilà, on verra ce que ça donne. Et puis en réalité, il y a un collège qui va être trusté par quelques cabinets, et voilà. Puis après, il y aura un collège de EIP. Voilà. Sachant qu'au passage, on supprime le département EIP de la Compagnie nationale, hein, qui, vous le savez, était, je parlais comme ma concierge, un État dans l'État. Hein, mais donc, on l'institue autrement. Voilà, ne soyons pas dupes. Enfin, moi, je ne suis pas dupe. Après, vous pensez ce que vous voulez, mais voilà. Donc voilà, à grands traits, la réforme des institutions. Ce qu'on peut dire quand même, c'est que le collège EIP, non-EIP, donc comme ça va être égalitaire, il y en aura 30 d'un côté, 30 de l'autre, ça veut dire que le collège EIP va peser la moitié des décisions. Par définition, oui. Ouais. Voilà. Bon, après, voilà ce qu'on voulait vous dire. Et ce que vous risquez de trouver dans les jours prochains, dans les messages envoyés par la Compagnie nationale.